Donc la dernière fois, on a vu une introduction sur les algorithmes à clé publique. D'accord, on a vu le principe d'abord. Ensuite, j'ai donné l'algorithme d'Euclide étendu. Donc, c'est-à-dire l'algorithme qui permet de calculer l'inverse d'un nombre. Donc, voilà l'algorithme. Il permet de calculer l'inverse et en même temps le PGCD, l'inverse bien sûr s'il existe, le PGCD de deux nombres, ainsi que les coefficients de Bézout. Donc ici, on a vu des exemples. Donc voilà les coefficients. Ça c'est le PGCD. Et l'inverse en même temps c'est 9. D'accord, c'est le B2. On a vu des exemples. On a dit que les algorithmes à clé publique sont basés sur des problèmes mathématiques qui n'ont pas de solution. Par exemple, le problème de factorisation d'entiers. Ça, c'est le premier problème. On a vu l'algorithme RSA en détail. Donc, ça, c'est l'algorithme RSA. Le principe de l'algorithme, comment on génère la clé publique et la clé privée, comment on chiffre et on déchiffre. On a vu même des exemples ici. D'accord, d'exemples d'utilisation de l'algorithme RSA. Donc, on s'est arrêté là à l'inconvénient de RSA. Les inconvénients de RSA, c'est-à-dire c'est quoi le problème de RSA, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit le chiffrement soit plus sécurisé, d'accord. Donc, le premier point, c'est que un attaquant, qu'est-ce qu'il essaye de faire pour l'algorithme RSA, il essaye de découvrir la clé privée qui correspond à la clé publique. Donc c'est ça. Donc pour tout algorithme, même tout algorithme de chiffrement, l'attaquant essaie de trouver la clé de déchiffrement. C'est le même principe ici. Donc un attaquant essaie de découvrir la clé privée qui correspond à la clé publique. D'accord. Et dans ce cas-là, il peut lire les messages chiffrés. Donc si on prend n très grand et on applique l'algorithme, c'est très difficile de trouver, dans un temps raisonnable, de trouver la clé privée. Donc c'est-à-dire que ce point-là n'est plus un problème pour l'algorithme RSA. Deuxième point, pour le problème de RSA, l'attaquant essaie de trouver une technique qui permet de calculer la racine IM. Pourquoi la racine IM? On a dit que pour chiffrer et déchiffrer avec RSA, donc je reviens sur RSA, pour chiffrer et déchiffrer, voilà. Donc pour chiffrer, regardez, C égale à ME. Donc C, c'est le message chiffré, et M, c'est le message en clair que je vais l'élever à la clé publique. D'accord? Donc l'attaquant, qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut avoir C qui transite sur le réseau. Il peut avoir le message chiffré. Il n'a pas le message M. Donc il a E. Il connaît E. Pourquoi il connaît E? Parce que c'est la clé publique connue par tout le monde. Qu'est-ce qu'il essaie de faire l'attaquant? Il essaie de faire, imaginez qu'ici il y a 2. L'utilisateur a utilisé E égale à 2, alors que c'est déconseillé d'utiliser 2 ou bien d'utiliser E qui est très petit. Donc, si E égale à 2, donc l'attaquant n'a que calculé la racine 2 de C. Donc, si c'est 3, la racine troisième de C. D'accord? Donc, c'est ce qu'il va essayer de... Donc, ça, c'est une méthode pour attaquer. Donc, je viens ici pour accepter. Donc, c'est bon. Donc, le deuxième point, l'attaquant essaie de calculer la racine IM de C. D'accord? Parce que la racine IM de C, c'est quoi? C'est le message M. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas une méthode, bien sûr, si E est très grand. Donc, il n'y a pas une méthode générale qui est connue, qui permet de calculer cette racine pour casser RSA de cette manière. D'accord? Mais il y a certains cas particuliers là où je peux retrouver M, donc on va parler de ça. C'est pas un inconvénient de RSA, mais c'est une faille d'utilisation. On va voir pour ne pas tomber dans ce piège-là. Troisième point,
pour attaquer RSA. Donc mettez, bon, RSA, c'est d'utiliser des algorithmes de factorisation. On avait parlé la dernière fois que pour trouver la clé privée à partir de la clé publique, donc j'ai déjà parlé de ça. Donc vous avez la clé publique E, vous avez la clé privée D. D'accord, D. D, c'est la clé qui permet de déchiffrer. Pour trouver D à partir de E qui est public, il suffit de connaître phi de n, qui est gardé en toute sécurité. Donc n est public, mais phi de n il est gardé en toute sécurité. Donc pourquoi je ne peux pas calculer D? Parce que je n'ai pas phi de n. Et phi de n, comment elle est calculée? Elle est calculée à partir de n. Si je peux factoriser n, je peux calculer phi de n. Parce que phi de n, tout simplement, c'est pi moins 1 fois q moins 1. P et q, c'est les facteurs de n. D'accord? Donc, le fait de garder P et Q phi de n en toute sécurité, ça, on ne peut pas factoriser. D'accord? J'ai un n très grand, je peux pas. Donc, si je vous dis n égale à 27, vous allez me dire 3 fois 9. D'accord? Mais, ici, lorsque je vous donne un nombre très grand, donc, il n'y a pas un algorithme de factorisation qui me donne le résultat dans un temps raisonnable. D'accord? Donc, c'est-à-dire que RSA, il faut mettre aussi bien dans la tête que RSA, il est toujours utilisé. Donc, il est sécurisé. Sauf qu'il y a quelques failles qui ne concernent pas l'algorithme RSA, mais son utilisation. C'est-à-dire si je vais bien éviter ces cas-là, il n'y aura pas cette faille. Donc la première, c'est que si je vais envoyer à deux utilisateurs, d'accord, qui utilisent le même modulo n, donc ça c'est une faille, c'est un problème, mais il y a des cas particuliers. C'est-à-dire, il y a des conditions pour retrouver le message ici. Donc, si il y a deux utilisateurs qui utilisent le même modulo n, parce que normalement, chaque utilisateur a sa clé publique correspondante. Il va utiliser, si je reviens à l'algorithme RSA, chaque utilisateur va utiliser son E et son propre n. Mais je peux avoir le même n pour deux utilisateurs, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que, d'accord, deux utilisateurs peuvent utiliser le même modulo. Le problème ici, c'est que quelqu'un veut envoyer le même message, s'il veut envoyer le même message à deux utilisateurs différents qui utilisent le même modulo n. Ici, ça va nous poser un problème, mais avec une certaine condition. D'accord? Donc, si je vais envoyer le même message X à deux utilisateurs différents, je vais avoir quoi? Le message chiffré, le premier message chiffré, ça va être X à la puissance B1. B1, c'est la clé publique du premier utilisateur. D'accord? Et Y2, je vais aussi utiliser, c'est le deuxième message chiffré que je vais envoyer au deuxième utilisateur, ça va être X à la puissance B2. B2, c'est la clé publique du deuxième utilisateur qui utilise N aussi. D'accord? Donc, si B1 et B2, il faut avoir cette condition pour qu'on puisse trouver le message. Regardez ici, dans ce cas-là, je peux trouver le message X sans avoir la clé privée. D'accord? Mais il faut que B1 et B2 soient premiers entre eux. D'accord? Pourquoi? En utilisant, là c'est quoi la méthode? En utilisant l'algorithme d'Euclide. D'accord? Parce que si je vais élever tout le Y1 à la puissance U et le Y2 à une puissance V, je vais avoir quoi? YU et je vais multiplier les deux équations. Donc, je vais le faire...
dans un autre pour que ça soit plus clair. Donc, on a ces deux-là, ces deux équations. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais élever ça à la puissance U. Donc, tout ça à la puissance U aussi. Et la même chose pour la deuxième. Je vais multiplier les deux équations. Qu'est-ce que je vais avoir? Si je multiplie les deux équations, je vais avoir y1u. Bon, la deuxième, je vais multiplier par un autre entier, v. D'accord? Je vais avoir y2 à la puissance v. Donc, y2. D'accord? Donc, tout ça, je vais l'élever à la puissance v. Je vais avoir, en multipliant, je vais avoir ça. Bien sûr, x b1u fois x b2. Je vais avoir ça. Multiplié par x, donc ici, b2 fois v. Je répète. Donc, j'ai cette équation, j'ai élevé le tout à la puissance U, j'ai élevé la deuxième, je vais élever le tout à la puissance V, j'aurai toujours l'égalité. Ensuite, je vais multiplier, je vais avoir tout ça. Je vais avoir ça. D'accord? Donc, le U et le V, c'est des valeurs que je peux trouver. Pourquoi je peux trouver? C'est en utilisant l'algorithme d'Euclide étendu. Je reviens à un résultat qu'on a déjà vu. L'algorithme d'Euclide, regardez ici, le théorème de Bézout. Qu'est-ce qu'il dit, le théorème de Bézout? Donc, il dit que il existe U et V. D'accord? Le théorème de Bézout permet de nous assurer l'existence de U et V. Mais c'est le théorème d'Euclide étendu qui permet de trouver ces deux valeurs. D'accord? Donc, théorème de Bézout, il nous dit que si on a PGCD entre A et B égale à D, alors forcément j'ai des entiers U et V tels que AU plus BV égale à D. Donc ici, on ne cherche pas. Ici, dans notre cas, il faut que le PGCD entre AB égale à 1. Pourquoi? Donc vous allez voir pourquoi. Pour retrouver le message X. Sinon, je ne pourrais pas retrouver le message X. D'accord? Donc ici, U et V existent. Pourquoi? Regardez cette égalité. Donc ça va être égal à quoi tout ça? Donc je peux l'écrire B, U plus B2 fois V. N'est-ce pas? Donc B1U plus B2V. D'accord? Donc ça c'est le premier entier, ça c'est le deuxième entier. Donc il faut que PGCD entre les deux égale à D. Le PGCD entre B1 et B2 égale à D. Dans notre cas, dans cette faille-là, il faut que le PGCD entre les deux égale à 1. Pourquoi égale à 1? Pour que tout ça va être égal à 1. Donc pour retrouver le X, il faut retrouver X à la puissance 1. D'accord? Donc si B1 et B2 sont premiers entre eux, alors B1U plus B2V égale à 1 et je pourrais retrouver, ça c'est les coefficients de Bézout en utilisant l'algorithme d'Euclide étendu. Donc, c'est-à-dire, si vous avez deux utilisateurs qui utilisent le même modulo N et que vous allez envoyer le même message X, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser, et il faut que B1 et B2 soient premiers entre eux.
Vous allez utiliser B1 ici et B2 ici. Donc à la fin, vous allez retrouver 1, c'est-à-dire ils sont premiers entre eux. Vous allez retrouver les coefficients de Bézout. Ça c'est U, ça c'est V. D'accord? Vous retrouvez les coefficients de Bézout. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça veut dire que vous allez prendre Y1 à la puissance du premier coefficient, Y2 à la deuxième coefficient. Vous allez retrouver U et V. Et vous allez multiplier Y1 à la puissance E fois Y2 à la puissance V. Ça va être ça va être votre X. Pourquoi? Parce que tout ça égale à X modulo N. Donc ça égale à X modulo N. Mais à condition que B1 et B2 soient premiers entre eux. Sinon, ça ne va pas être égal à 1. S'ils ne sont pas premiers entre eux, si PGCD égale à 3 par exemple, ça veut dire que vous avez retrouvé, en calculant ça, vous avez retrouvé X à la puissance 3. Si c'est égal à 17 par exemple, c'est-à-dire vous allez retrouver X à la puissance 17. D'accord? Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, donc ça c'est pas un problème de RSA, mais il faut faire attention à ça. Aussi, donc ici on avait déjà parlé, la connaissance de phi de n. Donc il ne faut pas que phi de n soit divulgué. Donc parce que la connaissance de phi de n suffit au cryptanalyste pour calculer l'inverse, c'est-à-dire le D. Donc ici l'inverse D de E et permet aussi de factoriser n. D'accord? Pourquoi? Parce que en ayant ces deux équations, n égale à p fois q, et aussi phi de n égale à p moins 1, q moins 1, avec les deux inconnus, donc vous avez deux équations avec deux inconnus p et q, d'accord? Donc, il ne faut pas divulguer phi de n. Si je divulgue phi de n, ça veut dire qu'il y a deux équations avec deux inconnus. À partir de ces deux équations, je pourrais écrire une équation du deuxième degré, d'accord? Comment je vais le faire? On va faire en TD. Je peux remplacer une des deux valeurs P par Q. Je vais avoir seulement P dans une équation ou bien le Q seulement. Donc, ça sera une équation du deuxième degré. L'inconnu, c'est P. Donc, je vais avoir P1 et P2. Ça sera P et Q. D'accord? Et ça veut dire, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ça veut dire j'ai factorisé n. Ça veut dire connaissant phi de n, si je connais phi de n, je peux factoriser n. Et ça, c'est un problème. Si je factorise n, allô? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Je peux continuer. Vous êtes toujours là. Il n'y a plus de questions. Je continue. Donc ça c'est pour l'algorithme RSA. On a vu l'algorithme RSA, un exemple, et le problème de factorisation d'entiers. Est-ce qu'il y a des questions sur l'algorithme RSA avant de passer à un autre algorithme? Parce que je l'ai fait la dernière fois, donc je passe. D'accord. Deuxième type de problème, c'est le problème de logarithme, du calcul de logarithme discret. D'accord. On va voir les deux algorithmes. On va voir l'algorithme Diffie-Hellman et l'algorithme Elgamal. Si vous vous souvenez, l'algorithme Diffie-Hellman, c'est les deux créateurs de l'algorithme Diffie-Hellman, bien sûr, et c'est eux qui ont en premier l'idée de
comment dirais-je, d'utiliser la notion, de créer la notion des clés publiques, c'est-à-dire la notion qui permet de publier la clé de chiffrement et de garder en toute sécurité la clé de déchiffrement, c'est-à-dire pour régler le problème d'échange de clés. D'accord? Donc, j'ai parlé quelque part ici, en premier. Donc, c'était l'idée des deux Diffie-Hellman en 1976. Donc, leur idée, c'était que le chiffrement peut être public et le déchiffrement soit secret. D'accord? Et après, il y avait la création de plusieurs algorithmes. Parmi les algorithmes, c'est l'algorithme RSA qui est le plus utilisé. L'algorithme Diffie-Hellman, c'est un algorithme qui permet de résoudre le problème d'échange de clés. Mais dans l'algorithme Diffie-Hellman, regardez ici, on va voir par la suite, on va voir Diffie-Hellman, on va voir Elgamal. Dans l'algorithme RSA, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment on va créer, comment on génère une clé publique, une clé privée, d'accord? Elgamal aussi, on va voir comment on génère une clé publique, une clé privée, d'accord? Tandis que dans l'algorithme Diffie-Hellman, c'est un algorithme qui permet de partager. Il n'y a pas génération de clés publiques, clés privées. C'est un algorithme qui permet le partage d'une clé. Parce que leur idée, c'était quoi? C'était de régler le problème d'échange de clés. Donc, ils ont trouvé une méthode. Pourquoi ils ont trouvé une méthode d'échange de clés. Donc, l'algorithme Diffie-Hellman, en réalité, donc on a classé comme algorithme à clé publique. D'accord? Mais la différence entre Diffie-Hellman et les autres algorithmes qu'on a ici est que il n'y a pas une clé publique et clé privée. Vous allez voir ici. C'est-à-dire, si j'utilise Diffie-Hellman, à la fin, je vais avoir une seule clé partagée entre deux utilisateurs. C'est-à-dire, c'est-à-dire, je reviens au premier type d'algorithme qui sont les algorithmes symétriques. D'accord? Mais c'est un algorithme d'échange de clés. Et on le classe avec les algorithmes à clé publique. Même s'il n'y a pas une clé publique et une clé privée comme les autres. Je ne sais pas si vous avez compris, sinon en expliquant, vous allez comprendre le principe. Donc vous pouvez poser des questions dans le chat. Hein. Donc, le problème l'algorithme Diffie-Hellman, il est basé sur le problème de logarithme discret. Pourquoi? Parce qu'il y a l'exponentiation. Je vais utiliser dans cet algorithme les exponentiations. D'accord? Dans l'algorithme RSA, j'ai utilisé la multiplication. L'inverse, c'est la factorisation. Donc ici, ils ont utilisé l'exponentiation, la puissance. L'inverse, c'est le calcul de logarithme qui est difficile. D'accord? Donc, c'est le premier algorithme à clé publique. Donc, c'est un algorithme d'échange de clés. Sa sécurité dépend de la difficulté, ou bien il est basé sur la difficulté de calculer le logarithme discret. Donc, et ce problème, il est plus difficile que celui de la factorisation d'un très grand nombre entier. D'accord? Donc, on a dit que la factorisation, c'est un problème, mais le logarithme, il est plus difficile. Donc, Diffie-Hellman est utilisé pour distribuer des clés. D'accord? Donc, deux utilisateurs peuvent utiliser cet algorithme pour échanger une clé. Ensuite, ils vont utiliser la clé par la suite. Donc, je vais passer directement à l'algorithme. Vous avez deux utilisateurs A et B. D'accord? Donc, on a l'utilisateur A, on a l'utilisateur B. Ils vont se mettre d'accord sur P et G. C'est des entiers. Bon, P, c'est un nombre premier. Il doit être un nombre premier. Donc, la sécurité de Diffie-Hellman repose sur ça. Donc, si c'est un nombre premier, ça sera très difficile de retrouver les informations secrètes. D'accord? G, c'est un entier. On appelle générateur. D'accord? Avec la condition 1 qui est inférieur à J, qui est inférieur à P-1. J entre 1 et P-1. D'accord?
Donc, P et G, c'est pas des nombres secrets. Sinon, je reviens toujours au problème d'échange de clés. C'est des nombres que tout le monde peut connaître. C'est des valeurs publiques. D'accord? Et qui peuvent même être communs à un groupe d'utilisateurs. D'accord? Si j'ai un groupe d'utilisateurs, P et G peuvent être partagés entre les différents utilisateurs. Après, l'utilisateur A, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir un entier A. Il va choisir un entier A. L'autre utilisateur B, il va choisir de sa part un entier B. Donc, petit a et petit b, ça sera les valeurs secrètes. Ça sera considéré comme... donc, c'est la valeur secrète. Personne ne connaît cette valeur, sauf A ici, et le petit b, sauf B qui le connaît. D'accord? Donc, l'utilisateur A, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer, il va choisir A, ensuite il va calculer grand A, qui est égal à quoi? C'est G, le générateur qu'on a choisi, G à la puissance A, modulo P. De sa part, B, qu'est-ce qu'il va calculer? Il va calculer le nombre grand B, qui est G à la puissance B modulo P. D'accord? Après, ils vont s'échanger ces valeurs. A, il va utiliser le grand A, et il va envoyer grand A à l'utilisateur B, et B, l'utilisateur B, il va envoyer le grand B à l'utilisateur A. Donc, un attaquant ou bien une tierce personne, qu'est-ce qu'elle peut connaître? Elle connaît P et G, et elle connaît A et B, grand A et grand B, n'est-ce pas? Grand A et grand B sont envoyés, en clair, donc sont envoyés. Et P et G sont connus. Donc, pour retrouver petit a, connaissant grand A et connaissant J et P, d'accord? Pour retrouver petit a ou bien petit b, ça revient à faire quoi? Ça revient à calculer le logarithme de A ou bien calculer le logarithme de B, n'est-ce pas? D'accord? Pourquoi calculer donc logarithme de A, ça va nous logarithme de A dans la base J, ça va nous donner petit a, et le logarithme grand B, ça nous donne le petit b. D'accord? L'essentiel. Donc je voulais vous dire que retrouver A et B, c'est très difficile de calculer le logarithme si je prends des nombres très grands. Il faut bien choisir le générateur J. Il faut prendre de très grands nombres et il faut que P soit premier. Donc si P est premier, c'est très difficile de retrouver, bien sûr dans un temps raisonnable. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec grand A et grand B? Donc grand A et grand B, tout le monde les connaît. Qu'est-ce qu'il va faire l'utilisateur A avec ça? Il va prendre le grand B reçu par l'utilisateur B, il va l'élever à la puissance A, petit a. Et la puissance petit a, c'est seulement l'utilisateur A qui connaît. La même chose de sa part, l'utilisateur B va élever le A reçu à la puissance B. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir, c'est la clé. A à la puissance B et B à la puissance A, ça va être la clé secrète qui est partagée entre eux. Pourquoi? Regardez, parce que le grand B, en réalité, c'est quoi? C'est G à la puissance B. Si je remplace ici B à la puissance A, c'est G à la puissance B. D'accord? Le tout à la puissance A, parce que ça, c'est grand B. Le tout à la puissance A, ça va être quoi? G à la puissance BA, AB. D'accord? Et de la même manière, ici, le grand A à la puissance B, c'est seulement B qui peut le calculer. Pourquoi? C'est seulement B qui a le petit b. Vous voyez l'idée? Donc, B, il va calculer à la puissance B, ça va être K, ça va être la même clé partagée entre les deux. Pourquoi? Parce que grand A, en réalité, c'est quoi? C'est G à la puissance petit a. S'il va l'élever à B, ça va être G à la puissance AB. Donc, en réalité, on va avoir la même clé qui est partagée entre les deux utilisateurs. Par la suite, ils peuvent l'utiliser en toute sécurité. Donc, vous pouvez avoir trois utilisateurs. D'accord? A qui choisit petit a, B qui choisit petit b, et C aussi choisit petit c. Ils vont s'échanger. Donc,
A va envoyer GA à B, il va envoyer aussi à C. D'accord? Donc, on peut partager une clé entre 3 utilisateurs ou plus. D'accord? Est-ce que c'est clair cet algorithme? Donc, vous voyez pourquoi cet algorithme repose, repose sur le problème de logarithme. C'est-à-dire, si j'arrive pas à calculer le logarithme ici, ça veut dire que mon algorithme, tout est bon, mon algorithme est sécurisé. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez tout compris ou que vous n'avez rien compris? Puisque vous ne réagissez pas aujourd'hui. Là, c'est Ramadan. Donc, je continue. Donc, on va parler un peu de la sécurité Diffie-Hellman. Donc, le moyen pour casser Diffie-Hellman est de résoudre le problème de logarithme discret, c'est-à-dire calculer le logarithme de A pour retrouver petit a et retrouver petit b pour calculer la clé commune. La clé commune, c'est G qui est connue à la puissance a fois b. D'accord? Donc, c'est ça la méthode. C'est de résoudre le problème de logarithme discret qui consiste à trouver petit a. Connaissant J et J à la puissance A. J à la puissance A, c'est le grand A. Si je connais grand A et J, donc pour trouver A, c'est-à-dire calculer le logarithme discret. D'accord? Donc, en réalité, il y a des progrès qui ont été réalisés pour résoudre le problème. D'accord? Mais c'est très complexe. Puisque c'est calculer le logarithme discret, c'est difficile. Surtout quand on utilise un nombre très grand, un nombre premier P. D'accord? La taille de l'exposant secret A que chaque utilisateur, à petit a ou petit b ou un autre exposant, sa taille est aussi importante pour la sécurité. D'accord? Donc il y a des résultats qui ont trouvé que il est impossible presque de calculer le logarithme relatif à un nombre premier, d'accord, trouver bien ce problème est égal ou bien légèrement supérieur à la factorisation du même nombre qui a la même taille, d'accord. Donc si je prends un nombre de 100 chiffres par exemple, donc c'est très difficile de calculer de factoriser ce nombre, mais ce même nombre, il est très difficile de calculer ou bien de calculer le logarithme, son logarithme discret. D'accord? Là, c'est supérieur, c'est égal ou supérieur, légèrement supérieur. Si on prend le même nombre P, je l'utilise pour plusieurs échanges. D'accord? Si j'utilise un nombre pour plusieurs échanges, il est conseillé d'utiliser un nombre P de taille supérieure à 512, même de préférence 1024 pour être sûr que c'est difficile à trouver le logarithme. D'accord? Donc 512, de nos jours, on utilise 1024 ou même plus. D'accord? Donc ça concerne l'algorithme Diffie-Hellman. Donc si vous n'avez pas de questions, donc c'est un algorithme d'échange de clés, si vous avez remarqué ici. C'est ce que j'ai expliqué au début. Donc c'est un algorithme d'échange de clés qui permet de résoudre le problème d'échange de clés. Mais ça reste toujours ici le problème de nombre de clés. Si vous avez remarqué, le nombre de clés, la gestion de clés, ça veut dire que l'utilisateur A va partager une clé avec B. S'il veut parler avec un autre utilisateur, il va partager une autre clé. Donc si c'est pas le même groupe, d'accord. S'il veut lire le message aussi, il va voir quelle clé utiliser pour lire le message.
Tandis que dans les algorithmes à clé publique, RSA ou bien El-Gamal qu'on va voir par la suite, il suffit de prendre sa clé privée pour lire tous les messages envoyés par n'importe quel utilisateur. D'accord? Donc si vous n'avez pas de questions sur l'algorithme Diffie-Hellman, je passerai à l'algorithme El-Gamal. Toujours pas de questions. Donc, algorithme El-Gamal, c'est un autre algorithme. C'est un algorithme son créateur, c'est un Égyptien. El-Gamal, c'est Jamal. El-Gamal, son nom, Jamal. Je vais voir, est-ce qu'il y a son nom ici? Non. Donc, il a créé l'algorithme en 1984. Mais il n'est pas vraiment utilisé, il est sécurisé, d'accord? Mais il n'est pas vraiment utilisé ou bien pris comme standard comme l'algorithme RSA, d'accord? Qui est toujours utilisé. Même s'il y a d'autres algorithmes qui sont plus sécurisés que l'algorithme RSA, mais il est toujours utilisé. Donc, l'algorithme El-Gamal, c'est un autre algorithme à clé publique. On va voir comment on va générer les clés publiques et clés privées. C'est un algorithme qui permet c'est un algorithme qui est basé sur le problème toujours de calcul de logarithme discret. D'accord? Regardez ici, on a le problème de factorisation, on est là. Le problème de calcul de logarithme discret, Diffie-Hellman et El-Gamal. Donc, pour générer d'abord une paire de clés publiques-privées, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir un nombre premier n, parce qu'on a dit c'est le même cas, c'est le même principe pour Diffie-Hellman. Des recherches ont prouvé que c'est très difficile de calculer le logarithme discret si P est premier, modulo P. D'accord? Lorsque je vais utiliser le modulo P et P c'est un premier. Donc, choisir un nombre premier n, bien sûr un très grand. Choisir deux nombres aléatoires alpha et A. Choisir deux nombres alpha et A, tels que A est inférieur à n. Alpha et A sont inférieurs tous les deux à n. Donc, il faut calculer bêta, qui est égal à quoi? Alpha, le alpha qu'on a choisi, à la puissance A. D'accord? Donc, c'est comme si le alpha ici, c'est le générateur G. D'accord? G à la puissance petit a. D'accord? G. Alpha ici, c'est un générateur. Donc, la clé publique ici, c'est quoi? C'est le bêta qu'on a calculé et le alpha est aussi n. La clé privée, ça sera la valeur petit a. Donc, je répète, dans l'algorithme El-Gamal, on va choisir n qui va être public. On va choisir alpha et a. Donc alpha, c'est public. Mais petit a, ça sera la clé privée. Il faut qu'il soit en toute sécurité. D'accord? On calcule bêta qui est égal à alpha petit a. Et bêta ici, ça va être aussi... c'est-à-dire la clé publique, elle est composée de bêta, alpha et n. La clé privée, c'est 1. Donc ça, c'est en ce qui concerne la génération de clés publiques. Pour le chiffrement, si je veux chiffrer, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je veux chiffrer un message X. Je dois choisir un nombre aléatoire m. Pour chiffrer, à chaque fois que je chiffre, j'utilise m. À condition que PGCD entre m et n-1, n c'est le nombre premier.
n-1 égale à 1. Je dois calculer y1 et y2. y1 c'est quoi? C'est alpha. Donc souvenez-vous que alpha, bêta, n c'est la clé publique. D'accord? Donc tout le monde peut calculer ça. Parce que tout le monde peut chiffrer. Donc tout le monde peut calculer alpha à la puissance m, modulo n, et bêta qui est public aussi à la puissance m fois x modulo n. Donc la paire y1, y2, c'est le message chiffré à envoyer. Donc si je veux envoyer un utilisateur, qu'est-ce que je vais faire? Je veux envoyer l'utilisateur A, veut envoyer l'utilisateur B. Il faut avoir la clé publique de l'utilisateur B. C'est-à-dire il faut avoir alpha, bêta et n de l'autre utilisateur. Ensuite, je calcule alpha à la puissance m. M, c'est un nombre aléatoire que je dois choisir. Donc alpha à la puissance m, modulo n. Et je calcule aussi bêta à la puissance m fois x. Je vais avoir y1, y2. Je dois l'envoyer. D'accord? Donc remarque ici, la taille du message est doublée. Et double du message en clair. Parce qu'ici, je vais envoyer y1 et y2. C'est clair? Pour déchiffrer, qu'est-ce que je dois calculer? Je vais prendre, pour déchiffrer, c'est seulement le détenteur de la clé privée qui peut déchiffrer. D'accord? Donc, c'est-à-dire, il va déchiffrer quoi? Il va déchiffrer le message y1, y2. N'est-ce pas? En utilisant, bien sûr, la clé privée, petit a. Donc, c'est ça le principe même dans l'algorithme RSA. Je prends le message C, je le déchiffre avec la clé privée D. Donc, je prends y2 pour déchiffrer qu'est-ce que je dois calculer. Je prends y2, je multiplie par y1 à la puissance a à la puissance moins 1. Ou bien c'est l'inverse de ça. Donc l'essentiel, donc c'est y2 fois y1a à la puissance moins 1. Vous allez voir, donc ça c'est pour démontrer que en calculant ça, on va retrouver le message x. Regardez. Donc y2 fois y1 à la puissance a, le tout moins 1 modulo n. Donc avant de faire ce calcul-là, est-ce que, regardez ici, je vous ai dit tout à l'heure qu'un utilisateur, pour envoyer un message à un autre, il va choisir un nombre aléatoire m. D'accord? Tel que PGCD entre m et n-1 égale à 1. Donc, est-ce que ce nombre-là est nécessaire pour le déchiffrement? Et pourquoi? Est-ce que ce nombre est nécessaire pour le déchiffrement? Qui peut me répondre? Donc si je veux envoyer à un utilisateur un message, je vais avoir sa clé publique alpha, bêta, n, mais le m c'est le mien. C'est un nombre que je vais choisir. Est-ce que lorsque l'autre va recevoir le même message, devra connaître m, la valeur m pour déchiffrer? Est-ce qu'il devra connaître m? Qui peut me répondre? Non, pas la peine, à cause du modulo n. C'est-à-dire, pas la peine, c'est correct. Vous avez raison, c'est pas la peine. Mais pourquoi c'est à cause du modulo n? C'est quoi la relation entre m et n? Bessaï. Donc, c'est pas la peine. Qui peut me répondre?
leur PGCD égale à 1. Regardez. PGCD entre m et n moins 1 qui est égal à 1. Pourquoi c'est... Bon. Pourquoi j'ai pas besoin? Parce que si vous avez regardé, d'ailleurs, je vous ai donné la formule de déchiffrement. Pour déchiffrer, j'ai besoin seulement de petit a. J'ai pas besoin de m. Pourquoi? Parce que le n va s'éliminer. Regardez comment il va se faire. Parce que cette formule-là permet d'éliminer le m. Donc, celui qui veut envoyer, il va choisir m, quelconque. D'accord? Mais celui qui va déchiffrer, il n'a pas besoin d'utiliser m. Parce que le fait de calculer y2, y1 à la puissance a moins 1, donc il va retrouver x. Il va retrouver le message en clair. Regardez pourquoi. Si je remplace y2 par sa valeur, y1 par sa valeur, donc y2 c'est bêta mx, y1 c'est alpha à la puissance m. D'accord? Alpha à la puissance m. Le tout à la puissance a, le tout à la puissance moins 1. Donc, et ça, pourquoi on a choisi cette formule? C'est pas au hasard. C'est pour que le m s'élimine. D'accord? Parce que ça, c'est à la puissance m. D'accord? Le bêta, il est à la puissance m. Et je sais que le y1, c'est alpha. D'accord? Et d'autre part, le bêta, c'est quoi le bêta? C'est alpha à la puissance a. Le bêta. D'accord? Donc, bêta, si je remplace ici, ça va être alpha à la puissance a. Le tout à la puissance m. Bien, am. D'accord? Fois x, fois alpha, toujours à la puissance, donc moins 1 si je multiplie par am. Donc alpha am, le am va s'éliminer avec moins 1am. D'accord? Donc, cette formule-là n'est pas faite au hasard. Donc, elle est faite de telle sorte que le m s'élimine. Et bien sûr, pour retrouver le x. Pour pouvoir retrouver, parce que ça, c'est la formule de déchiffrement, c'est-à-dire qui permet de retrouver le message x. Donc, je vais avoir alpha am fois alpha moins am, c'est-à-dire alpha à la puissance 0 fois x. Donc, ça, c'est x, d'accord? C'est pas fois. Bon, je vais mettre entre parenthèses pour que ça soit plus clair ici. C'est pas fois. C'est un x. C'est bêta mx, alpha amx. Donc, la même chose ici. Donc, alpha à la puissance 0 fois x qui est égal à x. Parce que alpha 0 à la puissance 0, c'est égal à 1. D'accord? Donc, jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment on génère une paire de clés. D'accord? Il suffit de choisir n qui est premier, choisir alpha et a. Donc, a, c'est la clé secrète. Alpha, bêta, c'est la clé publique avec n, bien sûr. Pour chiffrer, il faut calculer y1, y2. Pour déchiffrer, il faut calculer cette formule-là et on retrouvera le message en clair. D'accord? Voilà un exemple. Donc, si on prend n égale à 661, n doit être premier. Si on choisit a égale à 7, ça va être la clé privée. Alpha, c'est le générateur. Alpha, c'est public aussi. Donc, c'est 23. Donc, on calcule B. B, c'est la clé publique. C'est le générateur à la puissance A. Donc, c'est 23 à la puissance A. On a choisi 7. Donc, ça, c'est un exemple, mais en réalité, on utilise de très grands nombres. Donc, B, on va retrouver 566. Donc, dans cet exemple, la clé publique, c'est le triplet n, qui est égal à 661. Le alpha, c'est 23. Et le bêta, ou là, le B, dans cet exercice, c'est 566 qu'on a trouvé. Tandis que la clé secrète, c'est l'entier 7. Donc, un autre exemple ici. Si je reprends, c'est le même exemple. Si je reprends les valeurs n, alpha, bêta qu'on a trouvées tout à l'heure, donc on a choisi n premier 661, on a choisi générateur 23 et on a calculé le B. C'est la clé publique.
Et A, bien sûr, la clé privée, c'est 7. Donc, B est calculé à partir de A. Il faut qu'il soit associé, l'une chiffre et l'autre des chiffres. C'est le même principe. Des algorithmes à clé publique, RSA ou L-gamma ou un autre. Donc, la clé publique est calculée à partir de la clé privée. Donc, si je veux chiffrer, par exemple, le mot subinfo, donc on utilise un codage quelconque. Par exemple, ici, je vais utiliser le codage qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, 19, la lettre S, c'est 19, U, c'est 21. Donc, c'est-à-dire le codage là où A égale à... donc, ici, je crois que j'ai pas pris A égale à 0, mais A égale à 1. Bon, d'accord. B égale à 2, ainsi de suite. Donc, on convertit. L'essentiel, c'est que l'émetteur et le récepteur doivent se mettre d'accord sur la table de codage. Parce qu'ici, on ne va pas prendre... Pourquoi je me permets de ne pas prendre A égale à 0 et B égale à 1? Parce que dans le chapitre là, chiffrement affine ou bien de décalage, il faut prendre A égale à 0 jusqu'à ainsi de suite parce qu'on travaille modulo 26. Sinon, je change le modulo ensemble. Donc ici, c'est pas modulo, ça concerne pas, ça c'est un codage, ça concerne pas l'algorithme. Donc, la valeur numérique de chacun des blocs doit être inférieure à n. Donc, on peut donc prendre des blocs de 3 chiffres. Donc, c'est-à-dire, ici, j'ai expliqué ça dans la fois passée. Donc, c'est-à-dire, je ne vais pas chiffrer 19. Je ne vais pas prendre 19 et le chiffrer, 21 et le chiffrer, d'accord. Je prends par exemple des blocs de 3, 192, 116. Et bien sûr, cette remarque-là, on rajoute 0 à la fin pour que ça soit, donc si je prends 3 par 3, donc si le dernier, donc ça manque, donc si je prends des blocs de 3, je rajoute 0, si c'est des blocs de 4, je rajoute 2 0 pour avoir des chiffres de 3. Donc, on choisit aléatoirement l'entier K. Donc, l'entier K, c'est l'entier M. On a dit ici M. Donc, j'ai pris K ici parce que vous pouvez voir sur Internet ou bien des bouquins. Donc, il faut comprendre le principe. Il ne faut pas dire c'est quoi K ici. Donc, choisir aléatoirement l'entier K, c'est l'entier M qu'on a fixé tout à l'heure. Donc, le premier bloc, on va chiffrer le premier bloc. D'accord? Je répète, on a la clé publique, celle-là. On a calculé à partir de la clé privée A égale à 7. On va trouver ça. On va choisir, à chaque fois que je veux chiffrer, je vais choisir un entier aléatoire. D'accord? K égale à 3. Donc, je prends le premier bloc 192 et je le chiffre. Comment je vais le chiffrer? C'est en calculant Y1 et Y2. Donc, Y1, c'est quoi? C'est alpha à la puissance K, ou là à la puissance M. Donc, alpha à la puissance K, l'entier aléatoirement choisi. Je vais trouver Y1. Y2, c'est quoi? Y2, c'est le message X fois bêta, ou bien B ici, à la puissance M. Je reviens ici, regardez. Donc, Y2, c'est bêta ou bien la clé publique à la puissance l'entier qu'on a choisi aléatoirement fois X. Donc, X, le message, fois B à la puissance K. Donc, je retrouve. Donc, Y1 et Y2, c'est le message chiffré du premier message 192. On a dit tout à l'heure qu'un message, en chiffrant avec L gamma, je vais dédoubler, je vais doubler le message. J'avais un seul, je vais avoir 2 messages. Donc ici, la valeur numérique des blocs, vous voyez cette remarque, je ne sais pas si vous avez compris. Dans cette remarque-là, on a dit que la valeur doit être inférieure à 661. Je ne peux pas prendre par exemple des blocs de 4. Par exemple, vous allez dire, je vais prendre des blocs de 400,
Donc ça va être plus que n. Parce qu'ici, je vais travailler modulo n. Donc, sinon, les, les résultats vont pas être corrects. D'accord? Il faut prendre des blocs. Les valeurs de blocs, par exemple ici 192, c'est inférieur à 661. D'accord? 406, c'est inférieur à 661. D'accord? Pourquoi je ne prends pas 2? Mais en réalité, le n, il est très grand. Donc c'est pour ça que je peux prendre des blocs de 4 ou 5 ou 6. D'accord? Mais ici, c'est un exemple seulement, un petit exemple. Le n, c'est 661. Donc je prends des blocs qui, dont la valeur est inférieure à 661. Parce que regardez ici, lorsque je chiffre ou bien je déchiffre, c'est modulo 661. Ça, c'est une chose. Pourquoi j'ai pas pris 2 et j'ai pris 3? Pour que l'attaque fréquentielle ne soit pas possible ici. Parce que si je chiffre toujours 19, je vais avoir un autre 19, c'est-à-dire le S. En déchiffrant, il suffit d'appliquer une attaque fréquentielle. Je peux trouver la lettre qui apparaît plus. D'accord. Je peux retrouver le message en clair sans avoir la clé. Même si l'algorithme RSA il est sécurisé, j'arrive pas à factoriser, j'arrive pas à trouver la clé privée à partir de la clé publique. Mais si j'utilise directement ça, avec une attaque fréquentielle, je peux retrouver le message. Donc on procède de la même manière pour chiffrer les autres blocs. Donc vous pouvez faire le calcul, vous chiffrez 116, vous allez retrouver ça. Donc si vous avez remarqué, la première partie, ça sera égal toujours. Pourquoi? Donc 105, 105. Ce qui diffère, c'est la deuxième. C'est-à-dire ça, c'est Y1, Y2. Parce que toujours Y1, c'est quoi? C'est alpha à la puissance K. Alpha ne change pas. Et K ne change pas pour un message donné. Sinon, si je veux envoyer un autre message, je vais changer K et je vais avoir autre chose ici. Je dois changer K. C'est mieux de changer K. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Je vais regarder si on a des questions. Non. Je continue. Donc ça, c'est un exemple de El Gamal. Ça, c'est l'exemple pour déchiffrer. La suite de l'exemple pour déchiffrer. Donc, je rappelle que la clé publique, c'est toujours ça. Et la clé secrète, ou bien la clé privée, c'est A égale à 7. Donc, on a ce message-là, 105, 237, 105. D'accord? Le premier couple de blocs, donc ça, c'est Y1, Y2. Donc, comment on le déchiffre? En utilisant cette formule-là. C'est-à-dire, donc, X, ça va être égal à quoi? Donc, c'est 105, c'est-à-dire Y2. C'est Y1, donc la multiplication est commutative. Donc ça, c'est Y2. Regardez, ça, c'est Y2 fois, donc Y1, c'est donc 105 à la puissance 7, puissance moins 1. Donc, si vous allez calculer ça, vous allez retrouver 192 qui est le message initial. C'était le début du message. Donc, il faut faire la même chose pour les autres. Donc, on va calculer une seule fois ça. Je multiplie par la première fois de 237, ensuite 505, ainsi de suite. Je retrouve le message en clair. Donc, maintenant, je vais passer à la sécurité de cet algorithme. L'algorithme El Gamal. Donc, comme on a dit tout à l'heure, comme l'algorithme Diffie-Hellman, puisqu'on est dans la classe d'algorithmes basée sur le logarithme discret, toute la difficulté de cet algorithme se base sur le problème de logarithme discret. Qu'est-ce que ça veut dire se base? Lorsque je vous dis tout le problème se base sur la factorisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si les matheux, d'accord, si les matheux trouvent un algorithme qui permet de calculer le logarithme ou bien un algorithme qui permet de factoriser un très grand nombre,
l'algorithme RSA ou bien l'algorithme El-Gamal ne sera plus sécurisé et ne sera plus utilisé. D'accord? C'est ça ce que je voulais dire par cet algorithme est basé sur le problème de logarithme, c'est-à-dire il n'a pas de solution. Si on trouve la solution, alors l'algorithme ne soit plus utilisé. D'accord? Ce qui le rend, c'est-à-dire El-Gamal, invulnérable pour le moment avec une clé de 1024 bits. C'est-à-dire si vous utilisez une clé de 1024 bits, ça va empêcher toute attaque de recherche exhaustive. Donc, utiliser 1024 ou bien plus, 2048, ça va empêcher. Ça va être très sécurisé. Donc, le déchiffrement avec El-Gamal nécessite la connaissance de la clé privée. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Déchiffrer nécessite de connaître la clé privée A. Petit a, c'est quoi ici? Le petit a. D'après ce qu'on a vu dans El-Gamal, le petit a, c'est le logarithme de B dans la base alpha, bêta, le logarithme de bêta. C'est pour ça c'est basé. Donc si bêta, il est connu, bêta, c'est public. Si j'arrive à calculer le logarithme de bêta dans la base alpha, c'est-à-dire je retrouve A. D'accord? Le A, c'est le logarithme discret de bêta dans la base de alpha. Donc, on sait calculer le logarithme discret avec un module de 300. Donc, je sais calculer le logarithme si c'est un nombre, un module de 300, c'est-à-dire le n, il est sur 300 bits. D'accord? Il suffit d'utiliser 1024, je suis sûr que c'est pas possible de calculer dans un temps raisonnable. D'accord? Pour une sécurité à long terme, on choisit n égale à 1024, au moins. Un avantage, donc c'est un algorithme aléatoire ici, qui est randomisé. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que j'utilise des valeurs aléatoires, le m. À chaque fois, je vais choisir 1 pour chiffrer, à chaque fois. C'est-à-dire, même lorsqu'on veut chiffrer le même m, k est choisi au hasard, d'accord, le k ou bien petit m. Si on envoie 2 fois le même message, avec des valeurs différentes de k, on aura des messages différents. C'est pour ça qu'on appelle un algorithme aléatoire ou bien un algorithme randomisé. D'accord? Si je vais envoyer le même message, x, j'utilise m différent, je vais envoyer 2 messages différents, y1, y2. Pour RSA, c'est pas le même principe. Pour RSA, si vous envoyez le même message, on envoie toujours le même message, je vais avoir toujours le même message chiffré. D'accord? L'un des inconvénients de cet algorithme, c'est le texte chiffré qui est doublé. D'accord? Ça, c'est un inconvénient de l'algorithme El-Gamal. Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Donc, si vous n'avez pas de questions, je crois que je vais m'arrêter là parce que ça fait beaucoup d'informations sinon. Donc là, la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir la troisième classe de problème. C'est le problème de logarithme discret, mais c'est d'une courbe elliptique. Donc les problèmes, on a les problèmes de logarithme discret, on a le problème de logarithme discret d'une courbe elliptique. D'accord? Donc on va voir ça la prochaine fois. On va voir l'algorithme ECDSA. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici?